Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des passions. Bonjour, vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré, la radio interne de l'hôpital Ambroise Paré. Je suis Patrick Métrope, bibliothécaire animateur au sein du réseau des médiathèques de la ville de Boulogne-Billancourt. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous allons évoquer un grand écrivain qui fut à la fois romancier, poète et dramaturge, Alfred de Musset. Souvent considéré comme le poète de la première adolescence, Alfred de Musset fut l'un des écrivains romantiques majeurs en France dans la première moitié du XIXe siècle et certainement celui qui a le mieux parlé de ce qu'il nommera lui-même le mal du siècle, ressenti par toute la jeunesse de l'époque. Une grande partie de son œuvre a également pour cadre l'Italie, ce qui nous conduit à vous faire écouter en début d'émission son poème intitulé « À mon frère ». Revenons d'Italie. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Quelle était l'origine de cette douleur secrète, enfouie au plus profond d'eux-mêmes ? Selon Alfred de Musset, le mal-être des jeunes s'explique par deux désillusions qu'il développe talentueusement dans son ouvrage « La confession d'un enfant du siècle », à savoir la désillusion militaire et la désillusion historique. Pour rappel, lorsqu'ils étaient enfants, on avait annoncé aux jeunes de l'époque un brillant avenir militaire. Grâce aux campagnes napoléoniennes, ils allaient remporter des batailles victorieuses et découvrir des pays, le Portugal, la Prusse, l'Espagne. La quête de la liberté était, selon Musset, la seule véritable obsession de la jeunesse. Peut-on imaginer meilleur destin pour un homme ou une femme que celui d'être libre toute sa vie ? S'il y a bien une idée qui méritait d'être défendue, c'était celle-là. Hélas, le projet ambitieux de la liberté a été partiellement défait par la période dite de terreur entre 1793 et 1794. Suite aux conséquences désastreuses de cette période noire, il semble à présent impossible et impensable qu'une nouvelle révolution puisse voir le jour. La liberté était un rêve, elle s'est transformée en chimère et elle apparaît dorénavant comme une utopie. Quant à la Première République, elle a finalement abouti aux pires catastrophes jamais recensées en France depuis les guerres de religion au XVIe siècle, à savoir massacres, répression sanglante, guerre civile et terrorisme. Ce système de démocratie apparaissait pourtant comme une idée fabuleuse. Mais, aux grandes dames de la jeunesse, son expérience s'est soldée par un échec. C'est pourquoi, dans La confession d'un enfant du siècle, Musset résume avec force et émotion le malaise ressenti par une grande partie des jeunes de sa génération. Voici son propos. Le siècle présent en un mot, qui sépare le passé de l'avenir, qui n'est ni l'un ni l'autre, et qui ressemble à tous les deux à la fois, et où l'on ne sait, à chaque pas que l'on fait, si l'on marche sur une semence ou sur un débris. Voilà dans quel chaos il fallut choisir alors. Voilà ce qui se présentait à des enfants pleins de force et d'audace, fils de l'Empire et petits-fils de la Révolution. Hors du passé, ils n'en voulaient plus, car la foi en rien ne se donne. L'avenir, ils l'aimaient, mais quoi ? Il leur restait donc le présent. L'esprit du siècle, ange du crépuscule, qui n'a ni la nuit ni le jour. Ils le trouvèrent assis sur un sac de chaux plein d'ossements, serré dans le manteau des égoïstes et grelottant d'un froid terrible. Toute la maladie du siècle présent vient de deux causes. Le peuple, qui a passé par 1793 et par 1814, porte au cœur deux blessures. Tout ce qui était n'est plus, tout ce qui sera n'est pas encore. Ne cherchez pas ailleurs le secret de nos maux. Désarroi et angoisse, telles sont donc les deux souffrances endurées par cette jeunesse de l'époque qui a manifestement l'impression que la période dans laquelle ils vont vivre, c'est-à-dire celle de la Restauration, n'est pas pour eux. En effet, avec le retour au pouvoir du roi Louis XVIII à partir de 1815, l'avenir ne présage rien d'envoûtant
et seul le vide et l'ennui semblent se profiler à l'horizon. Voilà maintenant la jeunesse plongée, comme le dit si bien Musset, dans l'affreuse mer de l'action sans but. Si seulement cette jeunesse pouvait remonter le temps, ne serait-ce que 30 ans en arrière. Le changement d'époque est malheureusement impossible. Il faut donc chercher une autre consolation. La religion semble toute désignée, mais a-t-elle encore son efficacité ? Pour Musset, la réponse est négative. La foi en Dieu ne sauvera pas les jeunes parce que les jeunes n'ont plus la foi. Comme le philosophe allemand Friedrich Nietzsche l'écrira plus tard, Musset considère d'ores et déjà que Dieu est mort, que la gloire du Christ a vécu et que les jeunes ne croient plus en son message, qui était pourtant porteur d'espoir. Néanmoins, Alfred de Musset reconnaît que renier Dieu, c'est d'une certaine façon refuser que celui-ci nous vienne en aide. Et il a pleinement conscience que ce constat n'a rien d'optimiste. C'est pourquoi, dans son poème Rolla, Musset illustre avec grandeur le scepticisme ambiant à travers ces fameux vers que voici. « Je ne crois pas au Christ, à ta parole sainte. Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux. D'un siècle sans espoir, né un siècle sans crainte, les comètes du nôtre ont dépeuplé les cieux. » Si ce point de vue de Musset semble partagé par bien des jeunes, se pose alors une question essentielle sur l'inutilité de l'existence humaine. À quoi bon vivre dans un monde sans foi ni espérance ? Comment la jeunesse pourrait-elle encore croire au bonheur dans une société sans avenir ? Telle est la problématique soulevée par Musset, à laquelle il est nécessaire d'apporter une réponse positive. Réponse positive que nous allons apprécier en dégustant un autre poème de Musset intitulé « Nina ou la cantate de Béttine ». Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, le canal 60 de votre téléviseur qui vous accompagne le temps de votre hospitalisation. Nous sommes en compagnie de Patrick Métrope, bibliothécaire animateur au sein du réseau des médiathèques de la ville de Boulogne-Billancourt. Et aujourd'hui, dans cette émission, il nous parle de l'écrivain Alfred de Musset. C'est précisément ce qu'il fit dans sa première pièce de théâtre, représentée en décembre 1830 et qui s'intitule « La nuit vénitienne ». Dans cette pièce, le protagoniste de l'histoire, un noble vénitien nommé Razetta, est désespéré. Le coût de la vie à Venise étant devenu beaucoup trop excessif, Razetta veut changer d'existence et emporter avec lui sa dulcinée nommée Laurette le plus loin possible de Venise. Malheureusement, Razetta est un noble, certes, mais un noble endetté, voire pratiquement ruiné. C'est pourquoi le tuteur de Laurette veut qu'elle épouse un homme riche, sans endettement, et il souhaite donner la main de Laurette au prince allemand nommé Eisenach. En apprenant cette nouvelle, Razetta est abattu et découragé. Il songe même au suicide. C'est alors que jaillit en lui une illumination, une idée subite qui résonne comme un appel à la lucidité. Le bonheur renaît parfois au moment où on ne l'attend pas, un peu comme un arc-en-ciel qui annonce le retour du soleil. D'où le commentaire optimiste de Razetta. Comment l'homme est-il assez insensé pour quitter cette vie tant qu'il n'a pas épuisé toutes ses chances de bonheur ? Celui qui perd sa fortune au jeu, quitte-t-il le tapis tant qu'il lui reste une pièce d'or ? Une seule pièce peut lui rendre tout, il en est de même des espérances. Cette méditation judicieuse du personnage Razetta conduit Musset à remettre en cause le mal du siècle. En effet, comment un homme de 20 ans peut-il renoncer définitivement au bonheur alors qu'il a encore toute la vie devant lui ? Et pourquoi mettrait-on subitement fin à ses jours lorsque l'on a la certitude de voir le bonheur ressurgir en un instant ? Mais demeurons lucides sur ce type de bonheur.
Il ne s'agit que d'un bonheur individuel, un bonheur égoïste à sa manière, dépourvu de toute passion altruiste. Bref, un bonheur quasi épicurien. Mais en convoitant un amour partagé qui n'est pas un amour épicurien, le Razetta de Musset recherche le bonheur véritable, tandis que les épicuriens, épicures en tête, prennent le plus grand soin de ne cultiver que la recherche du plaisir sous toutes ses formes, le souverain bien, le bien le plus précieux, selon les épicuriens, c'est le plaisir. Ce n'est pas le point de vue de Razetta qui lui prône le véritable amour partagé. Nous constaterons dans cette pièce que l'Italie était déjà mise en valeur dans le premier recueil poétique de Musset, publié un an auparavant, en décembre 1829, Contes d'Espagne et d'Italie. À cette époque, en 1829, Musset ne connaît pas encore l'Italie. Il n'y a jamais été. Mais il va pourtant célébrer cette cité mythique, surnommée la Sérénissime, dans le poème intitulé Venise. Poème que nous allons à présent écouter et qui commence par ces mots : dans Venise la rouge, pas un bateau qui bouge. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, le canal 60 de votre téléviseur qui vous accompagne le temps de votre hospitalisation. Nous sommes en compagnie de Patrick Métrope, bibliothécaire animateur au sein du réseau des médiathèques de la ville de Boulogne-Billancourt, qui aujourd'hui, dans cette émission, nous parle d'Alfred de Musset. Contrairement à son recueil poétique Contes d'Espagne et d'Italie, qui connaîtra d'emblée un succès extraordinaire en 1829, la première pièce de théâtre de Musset, intitulée La Nuit vénitienne, essuiera un échec retentissant un an plus tard, en décembre 1830. Dès lors, suite à ce désaveu complet, vécu comme une véritable humiliation par Alfred de Musset lui-même, ces pièces de théâtre ne seront plus jouées sur scène pendant 17 années. Il faudra donc attendre l'année 1847 pour que la Comédie Française se décide à faire représenter la pièce de Musset nommée Un caprice, qui connaîtra finalement un succès inattendu. En conséquence, durant les 10 dernières années de la vie de Musset, car je rappelle ces dates, né en 1810 et mort en 1857, eh bien entre 1847 et 1857, plusieurs de ses pièces seront mises en scène. Ce sera notamment le cas d'On ne badine pas avec l'amour, qui remportera un triomphe lors de sa représentation en 1855 au Théâtre impérial du Château de Fontainebleau, sous les yeux du nouvel empereur Napoléon III en personne. Néanmoins, au cours de cette longue traversée du désert théâtral qu'a connu Alfred de Musset, il va proposer, à partir de 1832, un autre type de lecture qui sera très apprécié par le public et qu'il va lui-même intituler « Spectacle dans un fauteuil ». Ce spectacle est un recueil poétique qui réunit à la fois une dédicace, une tragédie, une comédie et un poème. Ces poèmes ont un objectif majeur, faire l'éloge de l'amour qui est devenu la grande consolation d'une vie désabusée pour une jeunesse désenchantée. D'où les célèbres vers tirés de son poème intitulé La chanson de Fortunio, que nous allons à présent écouter. Je cite le premier vers. « Si vous croyez que je vais dire qui j'ose aimer, je ne saurais pour un empire vous la nommer. » Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Vous êtes bien sur la voie d'Ambroise Paré, en compagnie de Patrick Métrope, bibliothécaire animateur au sein du réseau des médiathèques de la ville de Boulogne-Billancourt, qui aujourd'hui, dans cette émission, nous parle du poète Alfred de Musset. Face au mal du siècle, face à l'incertitude de l'avenir, Musset considère avant toute chose qu'il ne faut pas perdre espoir. Car sombrer dans la mélancolie, c'est mourir à petit feu.
il y a toujours une réflexion à mener sur le passé et sur l'avenir, mais l'existence humaine n'est pas à la merci d'une défaite historique ou militaire. La simple vie individuelle est ainsi faite qu'il y a des désillusions, des échecs, des déceptions qui sont lourdes, parfois éprouvantes, et puis il y a le rebond. Le sort collectif et les espoirs communs n'échappent pas à cette loi générale du cours des choses. Un seul élixir peut quand même permettre à l'humanité de rebondir efficacement, et cet élixir, c'est l'amour. Pour Musset, le chemin de la reconquête du bonheur passe inévitablement par l'amour. Cette reconquête représente l'espérance face aux vicissitudes du passé, l'apaisement face à la douleur, le réconfort face à la détresse. Elle incarne un regain de la vie, une victoire de la vie sur le renoncement, bref, un sursaut salutaire. C'est pourquoi, dans sa célèbre pièce « On ne badine pas avec l'amour », Musset se sert de son personnage Perdiccas pour écrire une magnifique ode à l'amour. C'est à l'amour qu'il ne faut jamais cesser de croire, bien qu'il puisse lui aussi nous entraîner dans toutes sortes de mésaventures. D'où la fameuse tirade prononcée par Perdiccas, je cite « On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. À quoi sert de se quereller quand le raccommodement est impossible ? Le plaisir des disputes, c'est de faire la paix. » Suite à cette ode à l'amour, Musset apportera une sublime touche de lyrisme dans son recueil intitulé « Les Nuits ». Pour rappel, dans ce recueil, qui comprend 4 poèmes, La nuit d'octobre, La nuit de décembre, La nuit de mai et La nuit d'août, une muse mystérieuse vient rendre visite à un poète mélancolique. Sentant bien qu'il est désespéré à la suite d'un chagrin d'amour, la muse exhorte le poète à se remettre au travail. Visiblement réconforté par cette vision, le poète reprend confiance en lui et petit à petit, il retrouve l'inspiration, comme le confirment ces fameux vers qui concluent le poème intitulé « La nuit d'août ». C'est le poète qui s'exprime. « Ô muse, que m'importe ou la mort ou la vie, j'aime et je veux pâlir, j'aime et je veux souffrir, j'aime et pour un baiser, je donne mon génie. J'aime et je veux sentir sur ma joue amaigrie ruisseler une source impossible à tarir. J'aime et je veux chanter la joie et la paresse, ma folle expérience et mes soucis d'un jour, et je veux raconter et répéter sans cesse qu'après avoir jugé de vivre sans maîtresse, j'ai fait serment de vivre et de mourir d'amour. Dépouille devant tous l'orgueil qui te dévore, cœur gonflé d'amertume et qui t'est cru fermé. Aime et tu renaîtras, fais-toi fleur pour éclore. Après avoir souffert, il faut souffrir encore, il faut aimer sans cesse, après avoir aimé. Voici donc, à présent et en intégralité, le poème de Musset, La nuit d'août. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Vous êtes bien sur La Voix d'Ambroise Paré, en compagnie de Patrick Métrope, bibliothécaire animateur au sein du réseau des médiathèques de la ville de Boulogne-Billancourt, qui aujourd'hui dans cette émission nous parle du poète Alfred de Musset. Ce poème de Musset que nous venons d'entendre à l'instant, La nuit d'août, résonne à bien des égards comme une invitation permanente à l'amour. De cette invitation, on ne ressort jamais complètement déçu, car son bilan, c'est d'offrir plus de satisfaction que de désillusion. En effet, contrairement à ce qu'il écrira quelques années plus tard
dans son poème Tristesse, Musset se montre d'un optimisme à toute épreuve et sa nuit d'août révèle sa soif d'espérance dans l'art d'aimer. Elle est manifeste, elle est authentique. Il considère que la conquête du bonheur est toujours possible et qu'un bon mouvement n'est jamais perdu. Il faut donc toujours avoir foi en sa passion, quitte à essuyer des refus. Mais subir un échec est nécessaire pour savoir si la flamme de l'amour a encore une chance de briller ou si elle est condamnée à s'éteindre. Musset refuse de croire en cette extinction des sentiments. Il sait que l'âme humaine est difficile à saisir. Elle varie souvent entre la tristesse et la gaieté, mais le fait d'avoir ressenti l'amour sincère au moins une fois dans sa vie est la chose la plus essentielle qui puisse arriver à tout être humain, quelle que soit sa nature. Cette ode à l'amour sera d'ailleurs saluée par la plupart des grands auteurs de son temps. L'écrivain Barbey d'Aurevilly, par exemple, lui voue une véritable vénération et l'apport bénéfique qu'a su provoquer en lui la poésie de Musset ira même jusqu'à lui faire avouer qu'il donnerait tout ce qu'il a écrit pour un seul vers de notre poète. C'est un hommage poignant d'un grand écrivain à un grand poète qui restera sans doute comme le meilleur interprète d'une jeunesse désabusée et désemparée. Quant à Aurore Dupin, plus connue sous le nom de George Sand, qui forma avec Musset un couple mythique au point d'être surnommés les amants du siècle, son constat sera nettement plus mitigé. D'après George Sand, il faut toujours distinguer les nuits poétiques des nuits érotiques, car si les nuits poétiques de Musset sont tout à fait remarquables, les nuits érotiques vécues avec Musset laissent sérieusement à désirer, d'où la célèbre remarque de George Sand qui avait déclaré publiquement « J'ai passé la nuit avec Musset, c'est pas grand-chose ». Mais dans ces nuits poétiques, Musset fait comprendre à cette jeunesse qui cherche un salut dans la gloire militaire que, faute de voir ses rêves historiques aboutir pleinement, elle peut trouver aussi son salut dans l'amour, et qu'elle ne doit renoncer en fait à aucune de ces deux formes de salut, l'engagement historique et l'amour, comme le confirme son poème suivant, intitulé La Nuit de mai, inauguré par la célèbre apostrophe que vous allez entendre à présent. Poète, prends ton luth et me donne un baiser. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Dans l'œuvre poétique et romanesque d'Alfred de Musset, le personnage qui fut certainement le plus célébré du vivant d'Alfred de Musset et qui a eu la préférence du public est un personnage féminin. Elle se nomme Mimi Pinson. Pour rappel, lors de sa publication en 1845, le conte de Musset Mimi Pinson attire légèrement l'attention à sa sortie, avant d'être célébré 3 ans plus tard sous la forme restreinte d'une chanson poétique suite à l'événement de l'année 1848 qui débouche sur la fin de la monarchie de Juillet, la chute du roi Louis-Philippe Ier d'Orléans et la proclamation de la Seconde République. Dans le conte de Musset, Mimi Pinson chantait en personne sa chanson qui, après la Révolution de 1848, deviendra une chanson populaire dont, hélas, personne ne connaît l'auteur de la musique. Pourquoi la popularité de cette chanson ? En effet, comme les femmes avaient une nouvelle fois pris une part active dans le déroulement des événements de février 1848, les révolutionnaires ont voulu se montrer reconnaissants à leur égard en faisant de Mimi Pinson la Marianne de 1848, succédant à la Marianne débraillée de 1830 dans le tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. C'est pourquoi dans sa chanson, Musset célèbre Mimi Pinson comme une jeune fille blonde, connue et appréciée par tous, et plus particulièrement par les carabins de l'époque, c'est-à-dire les étudiants de la faculté de médecine.
Mimi Pinson est une républicaine de cœur. Contestataire dans l'âme, révolutionnaire convaincue, elle personnifie l'héroïne légendaire qui devient, aux yeux des révolutionnaires, le nouveau symbole de la femme rebelle. Son indiscipline et ses traits de caractère impressionnent tout le monde, y compris les carabins, qui, dans la chanson, prennent souvent un malin plaisir à la courtiser d'un peu trop près, ce qui explique pourquoi elle n'hésite pas une seule seconde à les remettre à leur place. Et oui, Mimi Pinson avait déjà un passé révolutionnaire. Elle a fait les 3 glorieuses de la Révolution de 1830 en portant un casaquin de couleur vraisemblablement tricolore, qui est la couleur des Républicains, les 3 couleurs de la Révolution de 1789, symbolisant les idéaux de cette révolution: liberté, égalité, fraternité. Cette participation pleine et entière de Mimi Pinson à la Révolution de 1830 a certainement contribué au succès de la chanson. Ce succès fut tellement retentissant qu'il fera dire au poète Théophile Gautier que dès le printemps de 1848, c'est-à-dire un mois après la chute du roi Louis-Philippe et la fin de la Révolution, tout Paris chantait Mimi Pinson. Et cette chanson nous donne une idée précise des vers de Musset que les révolutionnaires de l'époque ont repris à tue-tête afin de célébrer le personnage de Mimi Pinson qui apparaît désormais comme la nouvelle icône de la liberté. C'est pourquoi nous allons terminer cette émission en vous faisant écouter le tube de l'année 1848, c'est-à-dire Mimi Pinson. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Merci d'avoir suivi cette émission. J'espère vous avoir distrait pendant 1 heure. À présent, retrouvez la suite des programmes de La Voix d'Ambroise Paré. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet et notre page Facebook. Je vous souhaite sincèrement un bon rétablissement, un retour rapide à la maison et une bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. La Voix d'Ambroise Paré est aussi sur Internet. Suivez l'actualité de La Voix d'Ambroise Paré sur notre site et sur notre page Facebook.